Donc, merci à tous d'être ici. On va recommencer. Donc, je suis Pierre-Carl Michaud, je suis professeur d'économie à HEC Montréal et aussi responsable du groupe des politiques publiques ici au Cyrano. Donc, le Cyrano, qui est un centre de recherche donc ici à Montréal, qui regroupe toutes les universités ici au Québec. Le Cyrano a une longue tradition en termes d'évaluation et de design des politiques publiques. En fait, on peut remonter à sa fondation pour voir que le Cyrano, à travers ses projets, a toujours travaillé avec des données, souvent des données administratives, pour, en quelque sorte, là, améliorer les politiques publiques. Donc, aujourd'hui, en fait, la session qu'on organise maintenant est une session donc dédiée à mieux comprendre comment l'accès aux données administratives et l'utilisation des données administratives peut aider à améliorer les politiques publiques. Donc, je voulais, pour commencer, vous montrer un petit graphique qui illustre bien qu'est-ce que font les chercheurs de nos jours, pourquoi est-ce qu'ils utilisent des données administratives ou c'est quoi la tendance qu'on observe. C'est un graphique ici qui est tiré d'un papier de Raj Chetty qui montre, si vous pouvez voir bien, l'évolution donc des publications dans les revues en économie. C'est la même chose dans d'autres sciences humaines. Pourcentage donc des publications à caractère appliqué qui utilisent des données administratives. Et ici, on a seulement les journaux, là, les principales revues les plus prestigieuses en économie. Et vous voyez bien qu'il y a une tendance fortement à la hausse d'utilisation de données administratives. Donc, quand on parlait plus tôt dans la journée d'incitatif ou de voir comment on peut, en quelque sorte, utiliser cette force latente-là ou cette expertise-là, bien, on voit qu'on n'a pas besoin de travailler très fort parce qu'en fait, déjà, les professeurs et les gens du milieu académique ont de fortes incitations de nos jours à utiliser des données administratives. Et si on pense donc au coût de faire ça, bien, ça vient, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement pas très cher donc de exploiter ce talent-là, simplement en mettant les données aux dispositions des chercheurs. On voit que pas besoin de financer de larges projets de recherche ou de payer pour des enquêtes chez des firmes de sondage. Essentiellement, si on peut mettre ces données à disposition des chercheurs, elles ont une valeur. Les chercheurs vont venir pour les utiliser parce que c'est rémunéré par leur profession. Donc, les trois présentateurs qu'on a aujourd'hui sont trois chercheurs qui font partie de cette tendance-là. En fait, c'est pour ça qu'on voulait les amener aujourd'hui à présenter les résultats de leur recherche puis leur perspective sur le potentiel des données administratives. Ce sont trois chercheurs donc qui utilisent des données administratives dans leur recherche et qui donc vont pouvoir nous parler un petit peu de l'intersection entre les politiques publiques et la recherche. Donc, le premier présentateur, Pierre-Yves Joffard, est professeur et directeur de la Paris School of Economics. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école doctorale ou graduée qui fédère, si on veut, les forces à Paris en termes de recherche au milieu, dans le domaine économique. Pierre-Yves, donc, travaille dans le domaine de l'économie publique et de la santé. Donc, à la fois utilise des données administratives, mais aussi est impliqué vivement dans les discussions et les débats et le design de politique avec le gouvernement en France. Donc, il est membre, par exemple, de la Commission nationale sur la santé, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc, Pierre-Yves va être notre premier présentateur. Le deuxième présentateur, Raphaël Lalive, donc je vous les présente tout de suite d'emblée, professeur à la Faculté d'administration et d'économie de l'Université de Lausanne. Et Raphaël est un chercheur donc, qui utilise des données, donc qui étudie des questions reliées aux politiques du marché du travail, politique familiale et politique sociale. Donc, va pouvoir nous parler de ses recherches qui ont été publiées là, dans les meilleures revues académiques dans son domaine. Et finalement, Philippe Merrigan de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, professeur d'économie aussi. On a 3 économistes donc aujourd'hui, mais on aurait pu penser à une tonne d'autres chercheurs qui évoluent aussi dans d'autres domaines des sciences sociales. Et Philippe, donc, est professeur à l'ESG-UQAM, a travaillé énormément sur la politique familiale au Québec et sur d'autres enjeux. Vous avez peut-être déjà vu ses recherches paraître ou citer dans les médias. Et donc, lui aussi va nous parler donc, de ces questions.
Donc, je vais laisser la parole à Pierre-Yves, qui va débuter. Merci. Je vais utiliser ma présentation. Oui, ça va aller mieux. Oui, oui. Même si je ne vais pas utiliser que la présentation. On aura un peu plus de choses. Non, c'est une PowerPoint. Ça a l'air de marcher. Et après, je vais faire ici. Ok, c'est bon? Oui. Donc, merci pour cette invitation, pour l'organisation de cette conférence. Peut-être avant de commencer, effectivement, comme Pierre-Carl l'a rappelé, en France, la question de l'accès des chercheurs aux données administratives, mais pas seulement aux données administratives, est une question qui se pose comme dans beaucoup d'autres pays. Je m'occupe d'une commission au sein du CNIS, qui est le Conseil national de l'information statistique, qui est un organisme qui cherche à faire un peu l'interface entre les producteurs de données publiques, la statistique publique, et les différents usagers, donc en particulier les chercheurs, pas seulement les chercheurs, mais en particulier, en pratique, les échanges sont surtout nourris par des chercheurs. C'est un domaine qui bouge pas mal. Enfin, c'est des questions qui bougent pas mal, évidemment, avec les progrès de la numérisation un peu partout. Il y a eu également, il y a 2 ans, une commission ad hoc qui a été créée, mise en place par différentes instances, qui s'appelait Open Data en santé, en bon français, qui s'est intéressée sur vraiment de près à cette question. Les débats au sein de cette commission, on voyait que, évidemment, ils ont porté sur la question du respect de la confidentialité, la protection des individus, mise en regard avec l'intérêt potentiel des travaux qui peuvent être faits à partir de données identifiantes ou assez nominatives. Et donc, on a ce trade-off qui est parfois, qui dépend de la question qu'on pose, qui dépend du type de données, qui dépend de l'utilisateur aussi, qui est remis en cause par les différentes techniques d'accès, notamment les techniques d'accès sécurisé aux données qui permettent de garantir une forme qui change le curseur entre les coûts et les bénéfices de tel type d'ouverture, de tel type de données, et les risques pour la privacy. Tout ça a donné lieu à des inscriptions dans différents textes réglementaires. En France, on a beaucoup de lois, un peu tout le temps, mais l'accès aux données fiscales a évolué grâce à certains articles dans la loi de finances. L'accès aux données de santé a évolué grâce à certains articles dans la loi de santé. Et enfin, il y a plus récemment une loi numérique, qu'on appelle loi pour la République numérique, qui précise également certaines dispositions d'accès. Alors, le fait que ces différents types de données que l'accès à ces différents types de données soit réglé par différentes lois, ça indique bien qu'un des problèmes importants qu'on a, c'est ce qui a déjà été évoqué dans la précédente table ronde, c'est la question des silos. C'est-à-dire qu'on a des méthodes, des modes d'accès qui vont être différents selon les données auxquelles on s'intéresse, avec toute la difficulté dont je vais reparler, qui est que pour certaines questions de politique publique, pour certaines questions de compréhension aussi des sociétés, mais pour certaines questions de politique publique, on aurait besoin de matcher et de lier, comment on dit j'ai appris coupler, c'est ça, coupler. De matcher ou de linker, mais d'apparier et donc d'avoir un identifiant de chaque individu qui est disponible quelque part. Et ça reste aujourd'hui une question qui est assez délicate. Ce que j'ai vu en participant à cette commission Open Data en santé, c'est que la préoccupation principale des autorités du ministère de la Santé sur la question de la privacy, c'était le problème de l'accès des journalistes. C'est-à-dire que ce qu'ils craignaient, leur crainte principale, c'était un journaliste de la presse populaire, tabloïde, qui, à partir de certains accès aux données de santé, permettait de retrouver que Gérard Depardieu avait fait un séjour à l'hôpital pour telle maladie.
Et ça, c'était ça la crainte principale. Alors, en tant que chercheur, c'est une chose auquel on ne pense pas du tout spontanément. Mais c'était quand même quelque chose qui était présente et c'est un type de question qui peut bloquer vraiment l'accès dans pas mal de cas. Et c'est vrai que si on y pense, des données matchées qui portent sur le niveau d'éducation, le type d'emploi, le niveau de santé, la date de naissance, les droits à la retraite, etc. Bon, même si c'est pas directement identifiant, c'est réidentifiant. Et donc, cette question-là, elle reste posée. Hein. Si on fait des tabulations sur 3 individus, effectivement, si on a la possibilité de faire même des tabulations sur le taux d'emploi des femmes enceintes de 45 ans dans une zone géographique restreinte, ça identifie directement les personnes dont on parle. Donc ces questions restent importantes, particulièrement importantes dans le domaine de la santé, parce qu'il y a une sensibilité très forte à ça. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé. Au sein du CNIS, on avait aussi eu des sujets sur les identifiants qui permettaient de suivre la trajectoire éducative d'élèves. Là aussi, on a envie d'avoir ça pour suivre des trajectoires individuelles dans toute leur diversité, notamment si on s'intéresse aux questions d'inégalité sociale face à l'éducation. Et ça c'est cette possibilité d'avoir ce répertoire national d'identifiants élèves a été très contestée par la Ligue des droits de l'homme qui voyait une démarche générale de fichage de la population et des élèves avec tous les usages potentiels pour la recherche qui n'étaient pas forcément vus ou mis en avant par les droits de l'homme, mais tous les mésusages possibles par simplement des administrations qui peuvent viser d'autres objectifs que la connaissance, comme par exemple le repérage d'enfants issus de familles migrantes sans papier. Hein. Donc on a ces tensions-là existent dans toutes ces données. Bon, je vais quand même essayer d'utiliser un petit peu les... Je vais présenter le système de santé de français très rapidement, parce que c'est important si on réfléchit à la question des données, de vraiment s'intéresser. Il n'y a pas de base de données, surtout si on s'intéresse aux données administratives, il faut vraiment s'intéresser à d'où viennent ces données, comment elles sont constituées et donc comment est composé le système. Je vais essayer de le faire très vite, ce qui est un défi. Donc en France, tout ce qui est soins ambulatoires, c'est un système, ce sont des médecins privés qui sont payés essentiellement par du fee-for-service, avec une petite dose de paiement à la performance et liberté d'établissement des médecins. Pour l'hospitalisation, en majorité, ce sont des modes de paiement qui est une forme de DRG, avec des budgets globaux pour certaines missions spécifiques, que ce soit enseignement, recherche ou soins d'urgence. Il y a un système qui est mix public-privé également en ce qui concerne l'hospitalisation. Il y a une majorité de lits publics, mais il y a également une part importante d'hôpitaux privés, une partie importante à but non lucratif, qui sont une tradition d'institutions notamment religieuses ou mutualistes, et également une part non négligeable de cliniques privées. C'est important d'avoir ça en tête, parce que lorsqu'on va utiliser des sources administratives qui vont venir essentiellement des données de remboursement, on va avoir différentes questions qui vont se poser, parce qu'on a un système qui est assez éclaté. Et donc, dans les bases qu'on va réussir à constituer, qui s'appuient sur certains systèmes d'information, on va avoir des trous. On va avoir des trous dans la raquette qui sont liés à cette organisation. Et dans tout pays, il y a une organisation spécifique qui nous interroge. Alors, ce qui complique encore le système français, c'est qu'on a 2 couches. On a cette couche d'assurance publique qui prend en charge une partie de la dépense pour les individus, mais qui laisse des copaiements assez élevés, et qui peut être, ces copaiements sont pour chaque acte, pour chaque dépense, on va avoir une partie non remboursée par la sécurité sociale, qui peut être remboursée en partie ou intégralement par une assurance complémentaire qui, elle, n'est pas obligatoire, et qui là, pour le coup, est privée. Donc, sur laquelle on n'a pas d'informations dans les systèmes d'information généraux, notamment dans les données administratives. On l'a dans des données d'enquête, éventuellement, mais ça fait partie des choses qui sont assez difficiles
à observer. Et ce qu'on voit, c'est que ce que vous ne devez pas bien voir, mais c'est que sur la consommation médicale totale, la part de la dépense sociale, c'est en gros un peu plus des 3/4. Et on a un peu moins de 15% qui est remboursé par ces assurances complémentaires privées. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et c'est quelque chose qui est particulièrement important sur les dépenses ambulatoires et les dépenses de médicaments. Et c'est particulièrement important pour certaines parties de la population. Évidemment, tout le monde n'a pas une assurance complémentaire. Et donc, il y a à peu près 5% maintenant de la population qui n'a pas d'assurance complémentaire, pour laquelle il y a uniquement les remboursements de la sécurité sociale. Et ça fait partie des choses qu'on souhaite regarder, parce que ça pose évidemment des questions en termes d'accès aux soins. Alors, une illustration de ce système à deux étapes, c'est que là, c'est pour un acte de soins particulier, il y a un tarif de référence qui est défini par la sécurité sociale. La sécurité sociale rembourse une partie de ce tarif de référence. Et puis, il peut y avoir des dépassements de tarifs, du balance billing, qui vient en plus du tarif de responsabilité ou du tarif de la sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale rembourse une partie du tarif de responsabilité. L'assurance complémentaire va rembourser en général le complément jusqu'au prix jusqu'au tarif, mais parfois une partie ou la totalité des dépassements de tarifs. Donc, vous voyez que si vous voulez avoir une vision globale, et notamment si vous voulez avoir vraiment une information précise au niveau micro sur les out-of-pocket, sur ce qui reste vraiment à la charge des assurés, il faudrait avoir le détail de ces deux étapes, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, en dehors de cas très spécifiques. Alors, jusque-là, c'est encore relativement simple. Il y a également un système qui vise à protéger les personnes contre des dépenses élevées liées au copaiement, donc la part qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, qui est ce qu'on appelle les ALD, les affections de longue durée. Donc, une personne qui souffre d'une affection de longue durée, il y en a une liste d'une trentaine, va être exonérée du ticket modérateur, c'est-à-dire exonérée de copaiement pour les dépenses de soins liées à sa pathologie. C'est-à-dire qu'une personne qui souffre d'un diabète, pour les prescriptions, pour les soins qui sont liés au diabète, elle ne va pas payer de ticket modérateur. Donc là, vous avez la sécurité sociale qui va rembourser l'intégralité du tarif de responsabilité. En même temps, si cette personne se casse une jambe et qu'elle a des soins nécessaires, là, un ticket modérateur va être appliqué. Donc, tout ça est assez simple. C'est 15% de la population, ce système des affections de longue durée. Et ça représente les dépenses de la sécurité sociale sur ces 15% de la population, représente à peu près les 2/3 de la dépense de la sécurité sociale. Donc, cette question du dispositif des affections à longue durée est une vraie question politique qui se pose sur l'avenir du système d'assurance de soins en France. C'est pour ce qui est des dépenses de la sécurité sociale, l'évolution récente, c'est une augmentation de la part de la population qui est couverte par ce système et une augmentation de la part de la dépense totale qui est concentrée sur ces personnes-là. En même temps, ces personnes sont couvertes au titre d'une affection classante, par exemple le diabète, mais souvent il y a des copathologies, il y a des comorbidités pour lesquelles elles ne sont pas couvertes. Et ce qu'on a pu voir, ce que je vais essayer de présenter très rapidement, un moment, j'ai jusqu'à quand? Parce que là c'est pareil, je peux parler jusqu'à demain. 55. 10 minutes. Encore 10 minutes, waouh. Ok. Si on s'intéresse ce qu'on peut appeler le reste à charge, mais qui est cette partie-là, encore une fois, parce que ça, c'est un peu dans l'angle mort de la statistique au niveau individuel. Donc, c'est un pseudo reste à charge, c'est avant intervention par la complémentaire. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que ce reste à charge, les personnes qui payaient des restes à charge le plus élevés étaient des personnes qui étaient en affection de longue durée, qui, bien que couvertes pour leur affection classante intégralement contre le ticket modérateur, avaient d'autres pathologies qui leur entraînaient, qui les mettaient à risque et pouvaient poser des problèmes d'accès, barrières financières sur l'accès aux soins. On a aussi un dispositif spécifique pour les populations les plus démunies, en dessous d'un certain revenu, qui est de 720 € par mois, et que c'est pas énorme. C'est un seuil qui a été défini pour être juste en dessous du minimum vieillesse, pour être sûr que les personnes les plus âgées n'ayant pas d'assurance complémentaire ne soient pas dans ce schéma, sinon ça faisait exploser le budget. C'était une raison comme une autre.
Mais donc, c'est un dispositif qui donne accès à une assurance complémentaire semi-publique, semi-privée, pour les personnes qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus. Et dans ce cas-là, les soins sont nécessairement fournis au tarif de responsabilité. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes d'accès aux soins aussi, puisqu'il y a des médecins ou des dentistes notamment qui ont tendance à, lorsqu'ils ont un patient, ce qu'on appelle un patient CMU, c'est la couverture maladie universelle, ils ont tendance à proposer des rendez-vous bien plus tardifs que pour d'autres patients parce qu'ils sont moins bien payés. Donc là aussi, il y a des questions, mais ça, on n'a pas du tout regardé sur les exemples dont je vais parler. Alors, bon, ça, je passe. Ça, on les connaît, ça augmente. Ça, c'est par différents types de soins. Mais je vais plutôt passer un tout petit peu de temps là-dessus. Quand on passe de données macro aux données micro, on a on a de la perte en ligne chaque fois qu'on essaye de regarder des choses plus finement. Ça, c'est la dépense de soins dans les comptes nationaux de la santé. Et lorsqu'on passe aux données micro, on va avoir uniquement une partie de cette dépense de soins qui sera observable à un niveau fin, le niveau auquel on veut avoir. Et notamment, il y a un certain nombre de choses qu'on va pas voir, notamment les dépenses de soins psychiatriques ou de rehab, de soins de suite et dans les hôpitaux publics. Ça, c'est payé par d'autres formes que les autres, et donc on les a pas dans les données. On les aura un jour, on espère, mais pour l'instant, on ne les a pas. La sécurité sociale, c'est historiquement une combinaison de plein de fonds différents qui couvrent différents types d'employés. Il y a un nombre de régimes spéciaux qui sont maintenant inclus dans le système général d'information qui s'appelle le SNIRAM, Système national d'information interrégime de l'assurance maladie. Donc, il couvre plusieurs régimes. Vous avez un régime pour ce qu'on appelle le régime général, qui est quand même l'essentiel le plus gros de la population, mais vous avez un régime particulier pour les travailleurs indépendants, vous avez un autre régime pour les travailleurs agricoles, et puis vous avez d'autres régimes spéciaux pour les agents de la SNCF, pour les agents de la RATP, pour les agents du port autonome de Bordeaux, etc. Donc vous avez une collection de régimes qui sont tous différents, mais le système national d'information rassemble maintenant à peu près tous ces régimes, pas encore tous. Il y a encore là aussi des trous dans la raquette en termes de population couverte. Donc on a au niveau local des données, ce sont des données de gestion, et ça il faut vraiment insister là-dessus, ce sont des données ce ne sont pas des bases de données, c'est un système de gestion, un système d'information qui a été construit à des fins de gestion. Et donc, lorsqu'on veut utiliser ces données pour faire du travail statistique, il y a tout un travail de préparation, de transformation de ces données qui ne sont pas des données, qui sont un système d'information en base statistique. Donc, il y a tout un système qui passe par une concaténation de ces données qui reste au niveau local avec des méthodes d'anonymisation et qui constitue le SNIRAM. Donc, c'est cette base de données qui grandit de 300 téraoctets par an, avec des questions qui se posent sur la conservation, combien de temps on conserve ces données, mais qui contiennent l'intégralité des dépenses de soins. C'est-à-dire que vous avez, pour chaque individu, une ligne qui dit cette personne est allée chez tel médecin, on peut identifier telle personne, tel médecin, elle a payé tant, elle a consommé tel médicament, et ça a été remboursé tant. Donc c'est un niveau de détail qui est absolument extraordinaire, mais ce n'est pas simple à utiliser. Donc, cette base de données-là, étant donné que les hôpitaux sont payés par système de DRG, ce n'est pas dans le SNIRAM, parce que c'est un autre mode de remboursement. Le SNIRAM porte sur les remboursements aux usagers. Donc, il faut compléter par des données d'information sur les paiements aux hôpitaux qui passent par un autre circuit. Donc, ça, ça existe, hein, c'est des données qu'on appelle PMSI, alors qu'elles sont accessibles depuis plus longtemps, beaucoup plus facilement accessibles. D'ailleurs, d'une certaine manière, très facilement accessible, puisqu'à une époque, ça avait tendance à circuler sur CD-ROM, ce qui n'était pas forcément la meilleure protection contre la confidentialité. Il n'y a pas eu de fuite jusqu'à présent, mais c'est un peu maintenant, c'est un peu plus difficile d'avoir accès à ces données, mais je dirais heureusement, parce que le risque de leakage, de fuite, et non pas de linkage, était assez important. Donc ces données sont également liées avec le registre national des décès pour observer la date de décès, et ça aussi, c'est une mesure d'outcome, tout à l'heure, on avait parlé, qui est une mesure évidemment intéressante.
Donc, voilà, donc il y a des conditions d'accès à ces données qui sont en évolution. Il y a des données disponibles et des données qui ne sont pas, disponibles. Dans toutes ces données d'origine qui viennent de gestion, typiquement, on a des fichiers qui sont très longs, mais pas très larges. On a peu de variables. On connaît la date de naissance éventuellement de la personne, on connaît son lieu de résidence, son lieu de naissance éventuellement, mais on ne connaît pas son niveau d'éducation, on ne connaît pas son niveau de revenu, on ne connaît pas plein de choses dont on aurait envie de savoir. Alors, oui, 3 minutes. Alors, donc se pose la question de l'accès à ces données est différente selon le type de personnes. D'abord, ces données sont accessibles par l'assurance maladie elle-même, au sein desquelles il y a des départements d'études statistiques qui font du travail. Il y a d'autres instances administratives, publiques, qui ont accès également. L'accès pour les chercheurs pose un autre type de questions. Il y a d'autres types de données administratives. Bien sûr, on a monté un partenariat avec les hôpitaux de Paris, justement sur une idée qui est un peu au cœur du projet du Cyrano, si j'ai bien compris, c'est à la fois de promouvoir policy oriented research et d'améliorer le evidence-based policy. On pourrait croire que ça donne un accès privilégié aux données de gestion des hôpitaux, mais là, le système d'information est tellement épouvantablement complexe que même en ayant ce type de partenariat, en tant que chercheur, on a des difficultés à extraire des informations qui sont utiles à des fins statistiques, à des fins d'analyse. Donc, on y arrivera. La plupart, alors je vais donner quand même quelques exemples, en 3 minutes, je vais dépasser un petit peu, en 5. La plupart des travaux que j'ai faits dans le domaine en utilisant ces données micro sont des papiers joints avec Grégoire de la Gannerie et avec d'autres. Je parle de ça juste, pas uniquement par courtoisie. C'était à l'époque un étudiant en thèse, et puis ensuite il a été économiste à la direction du Trésor, où il n'est pas resté très très longtemps, puis à l'OCDE, où il n'est pas resté très longtemps non plus, puis à l'assurance maladie, et maintenant il est au ministère de la Santé. Donc il a occupé différents postes, et à chacun de ces postes, en fait, en travaillant au sein d'une administration, ça lui donnait un accès privilégié à certains types de données. Et en dehors du plaisir que j'ai à travailler avec lui, c'était une manière également, et c'est pas un phénomène qu'il faut sous-estimer. C'est-à-dire que dans certains cas, si on veut avoir un accès à des données et travailler sur des questions pertinentes, à la fois d'un point de vue de recherche et pour l'administration, des questions politiques que se pose l'administration, ce ne sont pas les seules questions pertinentes, évidemment, mais l'idée de travailler avec des collègues, des anciens collègues qui ont été parfaitement formés, puisqu'il a fait sa thèse à la PSE, sous ma direction, est une manière assez efficace de faire les choses. Ça lève beaucoup de barrières, beaucoup de questions sont quand même résolues plus rapidement avec ce type de dispositif. Alors, quelques questions de recherche qui sont liées à des questions de politique qu'on se pose. Première question, c'est la distribution des out-of-pocket. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut voir, au-delà de dire il y a 15% en moyenne, il y a 10% en moyenne d'out-of-pocket cost en France, sur qui ça pèse, pour quel type de dépenses, et est-ce qu'il y a des dépenses catastrophiques pour certaines personnes. Donc là, ça pose la question de est-ce que les gens ont vraiment besoin d'une assurance complémentaire privée ou pas. Et donc ça, c'est la question de politique économique qui est illustrée par un certain type d'analyse statistique. La concentration des dépenses de santé, sur qui pèse, qui est-ce qui entraîne le plus de dépenses de santé, ça peut donner aussi des idées sur où regarder pour regarder les grosses masses de dépenses. Est-ce que ce sont les dépenses en fin de vie? Est-ce que ce sont les dépenses des patients chroniques? Est-ce que ce sont les dépenses… Voilà, ça permet aussi de diriger le regard et de dire c'est là qu'il faut zoomer, qu'il faut regarder plus précisément. La persistance de la dépense de soins, c'est-à-dire le fait, est-ce que ce sont les mêmes individus qui consomment beaucoup de soins d'une année sur l'autre? Là aussi, ça pose des questions en termes d'assurabilité, notamment si on veut réfléchir à une organisation publique ou une organisation privée de l'assurance maladie. C'est pas du tout la même chose si on a un grand renouvellement au sein de ces big spenders, ou si on a une grande persistance. Donc, les premiers travail, donc, que je vais passer très très rapidement, c'est donc un travail qui a été publié dans une revue de l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique. Dire qu'il a eu un impact sur la politique économique, c'est un bien grand mot, mais la politique publique, c'est en grande partie des débats publics. En France, on discute beaucoup, on décide peu, et donc de ce point de vue-là, ça a vraiment contribué de manière
de manière importante à une politique publique, parce qu'on en a beaucoup discuté. Ce qu'on a essayé d'évaluer, c'était une réforme du système de remboursement pour les soins de ville avec une analyse par microsimulation qui s'appuyait sur des données micro, en mettant un plafond, en remplaçant tout le système complexe actuel de franchise de copaiement sur chaque boîte de médicaments, vous devez payer 1 euro, etc. Et puis, il y a ces out-of-pocket qui peuvent représenter une dépense élevée pour certaines personnes. Donc, on voulait simuler l'idée ce qu'on appelle un bouclier sanitaire en France, qui est un plafond sur la dépense de soins, qui existe par exemple en Suisse, mais qui existe dans beaucoup de pays, où un assuré sait qu'il ne devra jamais sortir de sa poche plus qu'un certain montant. Au-delà d'un certain montant de dépenses, il est couvert à 100%. Ça, c'est un dispositif qui protège contre les dépenses catastrophiques. Évidemment, il peut être coûteux, et donc on proposait de financer, parce qu'une réforme est plus facile à vendre si on arrive à dire qu'elle est un peu autofinancée, et donc de financer ça par la mise en place d'une franchise annuelle sur la dépense. Et donc la question qui se posait, c'était si on vise un plafond de temps, quel est le montant de la franchise auquel on peut voir. Et on voulait également faire dépendre le montant de cette franchise et le montant de ces plafonds. On voulait s'autoriser d'analyser une réforme où l'un comme l'autre dépendait du revenu de la personne. Parce qu'avoir une franchise de 100 euros par an, ce n'est pas la même chose quand on en gagne 700 par mois ou quand on en gagne 10 000. Et donc, pour ça, on n'a pas pu utiliser uniquement les données administratives, puisque dans ces données administratives, on n'a pas l'information sur les revenus. Donc, on a matché les données de remboursement avec les données d'une enquête santé décennale. Ce qu'on n'avait pas, c'est les remboursements par l'assurance complémentaire, mais en tout cas, ce qu'on a montré, c'est que d'abord, en premier lieu, il y avait une concentration importante des out-of-pocket costs, en particulier chez les personnes qui étaient couvertes par le système des affections à longue durée. Donc, ça veut dire que ce système-là n'est pas parfaitement efficace pour la protection des individus. Par exemple, rien que sur les dépenses ambulatoires et rien que sur les copaiements, parmi les gens âgés de plus de 80 ans, 5% d'entre eux avaient un reste à charge supérieur à 1 000 euros par an, ce qui peut représenter une dépense potentiellement élevée. Donc voilà, ça permet de simuler différents exemples. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet de dire que si on met une franchise de 100 euros par an, on peut financer avec ça un plafond à 360 euros par an. C'est la microsimulation, ce qui est bien, c'est qu'on peut en faire plein. Et on peut voir ça également si on lie ça au revenu. Ce que ça donne, c'est-à-dire qu'une franchise qui représente 0,6% du revenu, on a un plafond à 2,5% du revenu. Alors ça quand ce truc est sorti, j'ai jamais eu aucun article qui a eu autant ça a fait le buzz. Voilà, ça fait le buzz. Tout d'un coup, tout le monde en a parlé. C'était des interviews de télé, la télé nationale, la presse populaire, etc., même des émissions de radio satiriques. Pourquoi ? Parce qu'on proposait ça. C'est-à-dire, on proposait d'avoir un système où le remboursement dépendait du revenu de la personne. Et ça rompait un principe sacro-saint qui n'est pas forcément très clair, mais qui était le système d'assurance maladie en France, c'est chacun contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Et donc là, on avait un système, on étudiait une possibilité où ce que chacun recevait, c'était en fonction de ses moyens également, puisque le dispositif de couverture dépendait du revenu de la personne. Ça, c'était probablement un peu tabou. Là-dessus, ce qui a compliqué l'affaire, c'est que Grégoire, à l'époque, travaillait au ministère du Trésor, donc certains journalistes ont dit en fait, c'est un sous-marin du ministère du Trésor qui essaye d'étudier, de tester l'opinion publique sur cette perspective d'évolution, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Mais à gérer, ce n'est pas forcément évident. Un deuxième exemple, très très rapide, il faut que je parle de ce projet de Fiscal Studies, dans lequel Pierre Carl était également impliqué, qui a été un projet de regarder un certain nombre de questions sur de comparaisons internationales, mais au niveau micro, sur les dépenses de soins, pour justement illustrer certaines questions de politique économique, pas seulement pour ça. Et là, pour le coup, l'aspect grande base de données, parce que l'étude précédente, comme on a utilisé des données d'enquête matché avec les données de remboursement, on n'avait que 15 000 individus. Mais pour ce qu'on voulait faire, ça nous suffisait. Pour ce projet-là, on voulait aller plus loin, regarder plus finement, et donc on a utilisé un échantillon permanent au centième de la population française. Il faut savoir que les données qu'on utilise, on aurait pu les faire sur l'échantillon complet, c'est-à-dire sur 60 millions d'assurés.
D'ailleurs, au sein de la CNAM, au sein de l'assurance maladie, lorsqu'on travaille sur cet échantillon au centième, ça fait rigoler les statisticiens locaux parce qu'ils disent mais que vous travaillez sur une toute petite base. Il y a juste 600 000 personnes couvertes pendant 5 ans et qu'on peut suivre. Et donc, on est quand même déjà un petit peu dans le big data. Donc, on a à peu près 500 000 personnes voilà, donc parmi les questions de politique économique qu'on s'est posées, c'est donc cette question sur le système d'ALD, est-ce qu'il est bon ou pas bon? Ça, je vais passer, ça aussi. Ça permet de regarder, donc là c'est vraiment un travail descriptif sur l'évolution des données de santé à travers le temps pour une population donnée. Alors là, c'est une cohorte, donc évidemment, au fur et à mesure du temps, la cohorte vieillit, et donc il y a un effet d'âge mais qui permet de regarder ça. Peut-être que ce qui est... Alors là aussi, ça c'est par exemple ça permet de voir pour les personnes, peut-être que le plus marquant c'est celui-là, pour des personnes entre 25 et 64 ans, sur la dépense médicale totale. Ça, c'est les personnes qui ne sont pas dans le système ALD, et ça, c'est les personnes qui sont dans le système ALD. Vous voyez que la dépense, alors là, c'est 100%, mais la dépense totale est beaucoup plus élevée pour les gens qui souffrent d'une affection chronique, c'est normal. La part remboursée par la sécurité sociale est également beaucoup plus importante, et ça, c'est normal, c'est le système qui est là. Mais ce qui est intéressant, c'est le chiffre en rouge, où on voit que le reste à charge reste quand même, malgré ça, beaucoup plus élevé pour ces personnes-là. Donc, ça a permis d'identifier que ce système n'était pas si performant que ça si on notait en niveau absolu et pas en niveau relatif. Voilà, on peut détailler, etc. Bon, ça, c'est des graphiques qu'on retrouve aussi dans pas mal de pays. C'est la dépense de soins en fonction de l'âge de la personne pour deux années différentes. En bleu, c'est 2008. En continu, c'est 2013, avec le petit décrochage vers la fin, qui est probablement lié au fait qu'on n'a pas les dépenses de long-term care dans la base, donc il ne faut pas y faire trop attention. Mais c'est marrant parce que quand je présente ce graphique aux étudiants, la seule chose qu'ils regardent, c'est ce qui se passe complètement en bas à droite, et ils essayent d'élaborer des théories très convaincantes pour expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne soigne plus les vieux, etc., on les laisse mourir, sans s'interroger sur d'où viennent les données. Et en fait, c'est uniquement donc j'utilise beaucoup justement pour leur dire attention, quand vous regardez un graphique, posez-vous toujours la question de savoir d'où viennent ces données avant de commencer à en construire des interprétations parfois saugrenues. Donc, ça permet de regarder aussi ça par poste de dépenses par poste de dépenses, où on voit que le seul poste qui a diminué entre 2008 et 2013, c'est les dépenses de médicaments qui sont liées à la pénétration accrue qui reste perfectible, mais des médicaments génériques en France, et puis également un contrôle assez strict des prix. Pour ça, c'est l'industrie pharmaceutique, ils adorent ce graphique. Voilà, et en résumé, on a regardé aussi des questions de concentration, des questions de persistance, comme je le disais. Je n'ai pas le temps de regarder ça, mais c'est l'intérêt de ce projet, je trouve, pour la revue Fiscal Studies, donc, qui était vraiment pilotée par Eric French, c'est d'avoir une méthodologie assez comparable, malgré la diversité des données, malgré la diversité des sources, entre différents pays, pour justement aller au-delà de l'approche OCDE, qui reste quand même, dans certains cas, très macro, comparable mais macro, à un type d'analyse qui est comparable mais à un niveau micro. Alors, est-ce qu'on est arrivé dans une certaine mesure, quoi, hein, donc voilà, je ne peux pas décemment présenter la suite. On prendra les questions à la fin, comme ça. It's the green one, right? This one? This one. Okay. Okay, thanks a lot for the invitation to be here. I'm very happy to be able to participate in this great conference. I asked the question for my intervention, can administrative data improve labor market policies? And I'm not going to talk about Canada, even though I'd love to. I love Montreal. I was there for the first time last year in May during the festival, Jazz Festival.
and it was great. So Pierre Carl didn't have to work hard on me to convince me to come back. I'm going to ask actually 3 questions. The fourth one is something I prepared, but I've seen lots of people are much more competent to talk about this. So I'm just going to skip it. First question is, so what's so great about administrative data? We're all here and talking about it. And I think we've heard a lot in the first talk about it, and I'm just going to give you my take. The second question is, well, does administrative data improve research? And here I'm going to be maybe a bit simple. And I'm going to try and give you an example of my ongoing research. And you may believe or see what I see or not. That's something I can't influence. Third question I want to ask is, can research influence policy? And here, Pierre-Yves already has talked a lot about health. I've been working a lot on labor market programs. I'm not going to give you a very definitive answer, but I'm going to try my best. So before I go on, I think this conference is about 3 types of people. The first one is producing data, handling it, preparing it, and to release it to researchers. The second type is researchers who are using this data to write academic papers or just forget about the projects because they give up. The third one is about people who are in some sense, implicated in the process of policy making. With this, I mean preparing policy notes for decision makers, maybe making decisions themselves and implementing them. So I'd like you to participate in a very short survey where there's one question. So I'm going to try and ask you to which type of person do you count yourself to? And you may feel you're producing data and doing research and consulting. So it doesn't have to be mutually exclusive. One thing I can't guarantee is privacy. So I'd like you to just raise your hand when I ask you. So can I just see who's in charge of producing administrative data and releasing it to researchers? Just raise your hand if you feel like you're part of that group. Okay, we have 1, 2, 3, 4 people. Thank you so much. Who in this room is working with administrative data to produce scientific research? Okay, that's about 20, 25 maybe. Who is working to produce information for policymakers so they make decisions and so on? Raise your hand. Okay, all researchers raise their hand. I'm not raising it because I feel bad about it, but we're also about 15. Okay, so I mean that's a lot. That's very much against my priors. I would have thought that many people producing this data are here. I knew some researchers would be here, and I'm actually also very much positively surprised to see so many people working in producing information for policymaking. So these I just satisfied my own curiosity. I'd like to know who I'm talking to. Okay, administrative data. I think it's great, and that's my personal view, because of 4 things. The first one is it measures things we care about. I care a lot about employment and earnings because labor market programs are designed to improve earnings and employment. There's other outcomes that I have studied less: health, criminal behavior. Administrative data covers all of those. Administrative data is precise and cheap. So we had surveys for a long time that asked people, how much did you earn during the last 12 months? If you ask me that, I have no clue. You have to ask me that. There are surveys that do that, to ask people to go back and get their pay slips, and all of them, because maybe you've worked for several employers. In administrative data set, I can just get whatever declared income people have. I don't have undeclared income, so it's not perfect. And it's there. I've started doing a few surveys now,
And I've realized doing a survey is extremely expensive. Well, that's why they're usually small. Whereas here, this is the kind of data that's produced because it's running a program. So, of course, it's not for free. But once we've designed the policy and said we want to have that policy, and we have set aside the budget for the infrastructure, this is all sunk cost. And then the additional cost of getting the data on one person is zero. It can usually be linked. So most administrative data sources use identifiers that can be linked, hence the privacy issue. But what I like about that, I can link several domains. So I can ask, does a labor market program that improves employment also do something good to people's health? That's something the policy isn't designed to do. And maybe one doesn't look at, but I care a lot about as a researcher. And if I'm able to show that, people will be interested. Program substitution. If you expand unemployment benefits a lot, then people will have to apply for disability less. So you want to have claims for disability and unemployment insurance records. And then, this is a tautology. Administrative data is great because it is administrative. What do I mean by that? It's the same kind of data that people who run this program use when they implement it. And let me just give you one example of my research. It's a paper in my thesis. So this is Austria. I'm not Austrian. I worked with an Austrian supervisor, and he gave me great access to this data. So this is Austria. Vienna is about here. The black lines here, those are municipalities. There's about 2,500 in Austria. And the blue shaded region, that's where Austrian policymakers granted 4 years of unemployment benefits to anyone living in those regions older than 50. So that's a program that they enacted. And I got access to data that covers that, and I had information on how long people are unemployed and how old people were. So this is my analysis for women. Age 46 years, 46 and a quarter, 46 and a half, 50. So this is where the program kicks in. Once you're on this side, because these are all women living in the blue regions, once you're on this side, you get the program. Then I just looked it all over to the age 54. Below 50, 26 weeks of unemployment on average, not such a large trend. You step across the age bracket, and there's a huge increase in unemployment duration. Almost 3 years. Now, the point I want to make here is, if I had aging years, I couldn't draw this graph. And I have to draw the graph this way, because that's the technique I'm using requires me to do it. It wants age to be continuous. So I could only write this paper because I had administrative data. Okay, so what is the link between data and science? Okay, here I'm not going to be very deep. I believe in the fundamental equation here. Better data is better science. Why? Well, what is science about? Science is about understanding or explaining what happens and why. Now, data tells us what happened. The why, you can get at with some data, but I'm not so optimistic about administrative data on that. But administrative data is definitely a lot about what happened. So suppose Quebec offered a new job search training program. So these are the types of questions, as a researcher, I would start asking. Who attended the program and who didn't? Did the program affect earnings and employment? For how long? Did it work only short-term or long-term? Why did the program work? And what aspects need to be improved? So let me give you an example of my ongoing research. This is not about the Quebec job search training program. This is about Geneva. Geneva worked with a firm called Hestia. Do you know who Hestia is? It's the Greek goddess of the house and the fire.
And they chose this name because they invited job seekers to come to a room and develop new job search strategies. So it was very supportive. And it's for the long-term unemployed, 1 year or longer. So when they started up in Geneva, they convinced the ministry that they would be a good deal. The ministry said, yes, we'll try you, but we'll do a pilot, like in Canada first. It was a randomized pilot, which is great. And so about 1 year after the pilot, they stopped. They said, well, Hestia improves job search chances considerably. And I'll show you a graph that shows that. The second statement is Hestia is self-financing. So it's very costly. It's about 1,000 Canadian dollars per individual per month. That's a lot. But because it places people faster, it finances itself because we're paying fewer unemployment benefits. So this is the picture that the people saw in 2007 or 8. This is, again, the line after this. There are some people served by Hestia, some are not. And this line is actually the difference between those being served and not served before they were in the program and after. And the line refers to employment. Are you employed in a given month? So before, nothing, which is what we would expect because it's random assignment. But look at this. Afterwards, the curve goes up from above 0, which means there's about a 5 to 6 percentage point increase in employment for people served by Hestia. This is a huge impact because I didn't tell you here, this is only about half of all the people working on that. Afterwards, it goes down, but that could be, because people in the control group are catching up. So there is this good short-term effect. So we came in, I learned about this program in 2008, but it took me until 2014 to actually get something started. I started asking, well, does Hestia help job seekers find better jobs, better paid, more stable? With the UI data that people use to do this, to do the short-term evaluation, I could not have done anything because UI doesn't, once you're gone, you're gone. They're happy. They don't care about what goes on afterwards. So I went and basically linked 3 other sources of data, employment and earnings, other labor market programs, because if you offer one service to clients, then they may take up less of other services, so there's substitution in programs, and also social assistance data by the city of, but you can look at this. This is the city of Geneva, this is the Ministry of Economic Affairs, this is the Federal Office for Social Insurance. So Switzerland is very much a bit like, I think, I've seen the situation in Quebec. The linking was done by the Federal Statistical Office because since 2014, they have to do all the projects, and they're doing them, they're all central. So we can ensure data protection. So this is a graph that just extends what happens until 60 months after random assignment. And this is the part you've already seen. So does the curve stay 0? Does it go up again? Actually, it goes down. So this is something we found about this program, which no one knew until that time. So the program works short term, but it doesn't it actually hurts medium term. So we still concluded people find jobs faster, but they leave jobs more quickly and do not earn more. And that's the part about the Hestia fire. We have some, there we have to speculate. We don't have direct evidence, but some people said there was a lot of pressure on these people also. And when you search for work on the pressure, you accept worse jobs. Our cost-benefit assessment is also simple. It wasn't worth it. And interestingly, Geneva discontinued the relationship with Hestia in 2012. So I can't claim I had an impact on this because we only started working in 2014. But somehow, a bad policy shows. Why is better science important? So I tried to show you better data makes better science. I think there's 3 reasons. The careers of our scientists depend on it. And Pierre-Carl showed very clearly, more and more people are using administrative data. This is not just because it's a trend or a fad, because we like to use iPods or Apple iPhones. It's because the papers are better.
And linking is our key advantage. The US can't do it, as we saw it in Lars' talk, or not as much as we can, and it's important. There's impact on science. So here I just drew a very biased sample. I published 2 papers on benefit sanctions. So this is reductions in benefit payments for UI recipients. So it's the same topic. I wrote them with Jan van Oors, who was Pierre Carl's thesis advisor, if I'm correct. And each with another co-author. So again, the authors are pretty much the same. Paper A just used UI data. 6 to 7 citations, and it was the earlier one. 6 to 7 citations per year up to now. The second paper has 29 citations per year. So this was with UI data and employment, which allowed us to ask, well, do sanctions hurt people? Do benefit reductions change the jobs people get? So that people with more data have more impact. I think, yeah, there's an impact on society. Let me conclude with the relationship between science and policy. I also somewhat think this equation is correct, even though I've gotten a bit less, naive about it. Because when you think about who decides on this all, they're policymakers. And I read an editorial by Paul Krugman on the flight here. And he said, he said that, policymaking is facts plus ideology. Just us showing that something does something to some group won't change a policy. If it's against the policymaker's ideology, and if the voters back that ideology, that's a big if. But what we can do is, what happens is, if there's more information out, that might eventually constrain the choices policymakers can make. If something just doesn't work, like Hestia, people won't, renew the contract with them. Now, where do we get information? I think there's many sources, but a few of them that are most used are biased. Media, they aim to maximize attention. Attention is not the same as impact on society. Consulting firms and lobbyists, they want to maximize their survival. And the way they do that is by just saying what their clients want to hear. I believe in this. Academic research, the way I've experienced it, is a source of unbiased information. Because what are the 3 criteria of a good paper? It has to be novel and important. And the third one is, it has to be as close to truth as possible. And we all, the researchers in the room, they know what this means. We get hammered with referees and asking questions. Why do you think this is true? Well, we have to show it is true. Of course, there's lots of academic papers that just said something which isn't true, but nobody's perfect. Okay, so with this, I'd like to close my presentation, and thank you for your attention. Merci de l'invitation, Pierre. Donc, j'ai trouvé jusqu'à maintenant la journée extrêmement intéressante. Et puis, en écoutant tout ça, tout ce que ça me dit, c'est une période extrêmement excitante pour les jeunes chercheurs. Quand je compare, quand j'ai commencé, où je devais travailler avec des données panel, j'avais 380 ménages que j'observais sur 18 ans, c'était avec le PSID. Et puis, pour exécuter mes programmes, je devais travailler la nuit parce que ça perdait trop de temps d'ordinateur. Donc, je travaillais de minuit le soir jusqu'à 11 heures le matin. J'allais me coucher puis je revenais. Et puis là, quand on voit tout ça qui nous arrive en même temps, en quelques années, toutes ces données, et puis les méthodes aussi qui suivent les données, en même temps, les méthodes de Big Data, les méthodes bayésiennes, les différents algorithmes de simulation, tout ça. Je trouve que pour les étudiants maintenant en sciences économiques, où tout
sciences sociales qui s'intéressent aux données. Si je revenais 30 ans en arrière, en tout cas, je me dirais, je ne me poserais pas de questions sur quoi faire. Voilà où je veux m'en aller. En plus de traiter, comme Raphaël disait, sur des questions extrêmement importantes concernant le bien-être des personnes. Donc, je voulais plutôt vous parler de la perspective de nous, notre groupe de recherche en capital humain à l'UQAM, un groupe composé de moi, Pierre Lefebvre, Catherine Hack, Marie Conley et puis Amélie Kennel-Vanney, qui est sociologue à McGill, et vous parler un peu de nos expériences, et puis qu'est-ce que nos expériences nous ont appris sur les données administratives, et puis quelques pistes pour améliorer l'accès à la recherche dans ces domaines. Donc, en 2016, le budget fédéral disait qu'il est impossible de mettre en œuvre des politiques efficaces sans prendre l'appui sur des données rigoureuses. Si nous souhaitons sortir les enfants de la pauvreté, nous devons d'abord en comprendre la cause. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus au groupe de recherche en capital humain, sur les enfants, sur leur développement, et puis sur ce qui cause les difficultés, puis ce qui peut sortir les enfants de leurs difficultés. Et en même temps aussi d'essayer de trouver des façons d'évaluer les politiques publiques qui touchent les enfants, qui touchent les familles et puis qui touchent les mères. Donc, c'est évident que si on n'a pas des données probantes pour le faire, on n'arrivera pas à renseigner les politiques publiques sur qu'est-ce qui est mieux de faire ou si ce qui a été fait, c'est bon ou c'est pas bon. Au fond, les questions générales sont assez simples. Et on a beaucoup travaillé, disons, 2000 jusqu'à 2010-2011 avec des données d'enquête. Donc, par exemple, on s'est beaucoup intéressé à l'impact de la politique des services de garde à contribution réduite du Québec sur le travail des mères, sur le développement des enfants. Et puis, ou un autre projet là, qui nous a tenu à cœur pendant longtemps, c'est l'impact de la réforme scolaire de 2000 sur les résultats en mathématiques au Québec. Donc, je parle des politiques québécoises, donc pour les gens extérieurs. Donc, ici, les gens savent automatiquement, je parle des politiques du Québec quand je parle de la réforme de 2000. Surtout ceux qui ont été parents et puis qui ont eu à vivre les affres de cette réforme. Donc, et puis ça, on a travaillé avec des données d'enquête qui sont l'ENEM, donc l'enquête longitudinale de StatCan. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que StatCan est prêt à poursuivre cette enquête avec des données administratives. Donc, depuis 4 années, on s'est tourné vers des données administratives. Et je dis ça la raison pourquoi depuis 4 ans, mais justement, il y a un désengagement de Statistique Canada dans les enquêtes, en particulier les enquêtes sur les enfants. Donc, depuis 2011, on n'a pas de portrait représentatif des enfants au Canada. J'ai entendu parler qu'au fédéral, on commence à penser à refaire une enquête sur les enfants. Mais on a quand même un trou de 5 ans. Où ici et là, il y a quelques enquêtes ponctuelles, mais en gros, un portrait représentatif des enfants canadiens depuis. Donc, parmi les pays développés, on est sûrement un des rares pays où on ne peut pas dire, ben, en telle année, voici l'état de santé de nos enfants, voici l'état de leur développement intellectuel, voici leurs états affectifs, et ainsi de suite, alors qu'on a pu faire ça de 1994 jusqu'à 2008, avant le désengagement. Donc, on s'est tourné vers les données administratives, et puis, voici certains travaux là qu'on fait, qu'on est encore en train de faire, qu'on a essayé de faire, puis qu'on n'a pas réussi. Mais tout concerne des données administratives. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est l'impact d'un programme d'aide nutritionnelle prénatale. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est mon collègue Pierre Lefebvre avec Catherine Hack. Transmission intergénérationnelle des revenus de la santé, ça, je ne vous en parle pas parce que je ne suis pas impliqué, mais c'est Marie Conley qui est impliquée dans ce projet qui aussi utilise les données de l'impôt fédéral.
l'impact du congé parental, du congé de maternité sur la santé des enfants, la santé des mères, et puis l'impact de la présence en CPE sur le développement de l'enfant. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours et qui chacune fait appel à des données administratives. Donc, comme je vous disais, au sujet des enquêtes, par exemple, l'ELNEIGE a été discontinué en 2008. L'ELDEC est une cohorte d'enfants nés en 1998 qui existe toujours, donc qui suit des enfants. Maintenant, ils sont presque 20 ans. On a eu une enquête ponctuelle, comme je disais, une couple transversale d'enfants de la maternelle seulement, 2001-2012. Il y a l'enquête PISA qui, à chaque 3 années, nous donne une coupe transversale et qui nous renseigne sur les résultats scolaires des enfants. Et puis, il y a d'autres enquêtes ici et là, le TIMSS de Pearl, qui sont des enquêtes qui nous renseignent sur les résultats scolaires, pas les résultats scolaires, mais les résultats sur des tests en mathématiques, en lecture, en sciences. Mais quand même, vous voyez, c'est difficile d'avoir un portrait longitudinal ou transversal complet chaque année des enfants. Donc, les données administratives, par exemple, qui ont été utilisées, qu'on utilise, il y a les fichiers de naissance, dans lesquels on a l'information de toutes les naissances des enfants au Québec, avec leur poids, l'âge de la mère, l'éducation de la mère. Les données de la RAMQ, sur lesquelles on travaille actuellement, ça serait extraordinaire si on pouvait les jumeler avec Medeco, qui est une enquête sur les coûts hospitaliers au niveau individuel. Donc ça, j'ai oublié le H, c'est Medeco, avec un H. Mais cependant, ça, c'est coûteux, donc il faut payer. Si on veut avoir accès aux données de la RAMQ, tout ça. Et en général, c'est assez coûteux, donc on a l'impression qu'on tourne un peu en rond, c'est-à-dire qu'on demande des demandes de subventions pour payer le gouvernement qui va nous faire. Donc, c'est ça. Il me semble qu'il y aurait quand même un intérêt de rendre ces données-là publiques, sans pour le chercheur. Et finalement, là, le travail de Marie Connelly sur la mobilité intergénérationnelle des revenus, donc où on a les revenus et du père et des enfants, revenus d'impôt, faire le jumelage des deux. Il y a déjà eu quelque chose qui a été fait dans ce sens-là par Ottawa il y a longtemps, mais nous, on veut le refaire à l'intérieur d'un projet qui est une action concertée avec le gouvernement du Québec à travers le Fonds de recherche québécois SC, Société Culture. Et encore là, le coût de faire ça, c'est 60 000 $. Et puis, on a demandé de l'argent au gouvernement pour pouvoir le faire. Puis le gouvernement a dit oui, mais encore là, je veux dire un peu à quel point ça peut être coûteux de faire ce type de travail-là. Et finalement, on sait, moi, je n'ai pas utilisé, mais les données du MED, du ministère de l'Éducation, énormément de données, pas centralisées, presque impossibles à utiliser. Et aussi les données des commissions scolaires, dont chaque commission scolaire a la juridiction. Donc, si vous travaillez avec les tests qui sont faits aux enfants, pour les enfants qui sont en 6e année, qui sont là, à quelque part, sur des disques durs, il faut faire appel à chaque commission scolaire séparément. Donc, il n'y a pas eu d'effet on n'a pas cherché à regrouper toutes les données. Dans un contexte où on n'a pas de données sur les enfants et sur leurs résultats scolaires, ou presque pas. Donc, il y a ce problème, ça, on a parlé beaucoup au début, le scientifique en chef en a parlé, c'est comme, il ne semble pas avoir, on ne se parle pas. C'est-à-dire, toutes ces données administratives qui sont là, il ne semble pas avoir d'effort vraiment pour créer une enceinte, une institution qui chercherait à faire un travail de synthèse de toutes ces données-là. Donc, je vais quand même vous donner quelques exemples du travail qu'on a fait avec ces données-là. Le premier, ce n'est pas mon cas. Je voulais parler du travail que Catherine et Pierre ont fait avec le programme OLO, qui est œuf, lait, orange, Pierre, ouais, c'est ça.
où c'est un programme qui incite des jeunes mères à changer leur diète dans le but d'avoir des enfants en meilleure santé. Il y a l'évaluation de l'impact du congé parental sur les mères et les enfants, mais en fin de compte, c'est l'impact de la bonification des congés parentaux de 2001 au fédéral et 2006 sur la santé des mères et des enfants. Et finalement, évaluation de l'impact de la présence en CPE sur le développement. Donc, le programme HOLO, donc assez... Hein, donc, l'image, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Catherine. L'image assez claire. Les mères, pendant qu'elles sont enceintes, mangent mieux. L'impact sur le fœtus sort et est en santé. Les mères pauvres. Les mères pauvres. Donc, en gros, comment ça s'est fait? Comment on a réussi à faire ça? Bien, ça prenait le fichier de naissance des enfants. Donc, ils sont là. Donc, ça, c'est un fichier administratif qui est disponible au CADRISC, où les chercheurs travaillent, où on a le poids de l'enfant et l'éducation de la mère, l'âge de la mère, ainsi de suite. Mais évidemment, il fallait savoir si ces enfants-là avaient été touchés par le programme HOLO. Donc, ce que Catherine et Pierre ont su, c'est qu'il y a eu une implantation progressive du programme à travers le Québec. Donc, ça a permis de faire une espèce de devis quasi expérimental. On pouvait comparer des enfants qui avaient reçu, d'autres qui étaient possiblement touchés, d'autres qui n'étaient pas touchés. Donc, ce qu'on avait, on avait le code postal. Ce qu'ils avaient, les chercheurs, c'est le code postal. Où les enfants étaient nés. Ils ont fait un énorme travail de recherche, trouver les codes postaux des CLSC, qui étaient en charge d'implémenter cette réforme, et de jumeler les deux, de manière à savoir est-ce que les endroits où on a implanté HOLO, il y a eu des effets sur le fœtus. Donc, on a trouvé finalement qu'il y avait un coût, parce qu'on avait le coût exact, trouvé qu'il y avait des effets positifs sur l'enfant. Et c'était effectivement le seul programme qui avait, c'est la seule étude empirique qui a cherché à évaluer ce programme-là. Et clairement, la seule façon de l'évaluer, c'était par des données administratives. Le deuxième cas dont je vais vous parler, c'est l'impact des bonifications des congés parentaux, 2001-2006. Donc, à chaque fois, le fédéral augmente. En 2001, le fédéral augmente en gros le nombre de semaines d'éligibilité. En 2006, le congé fédéral parental québécois augmente les ressources financières aux parents qui viennent d'avoir un jeune bébé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données de l'ARAMQ, donc l'assurance de maladie au Québec. Et puis, ça nous a permis de comparer les mères et les enfants, juste pour les mères qui sont nées dont l'enfant est né juste après le début de la politique, et ceux qui sont nés juste avant la politique. Donc, en gros, c'est un devis quasi expérimental où on dit que les femmes qui sont juste après ont été touchées, mais sont extrêmement semblables à celles d'avant. Et puis, on a cherché à estimer l'effet sur la santé à travers les coûts des médecins. Donc, ce qu'on a dans la RAMQ, c'est les coûts des médecins. Et finalement, impact de la CPE sur le développement des enfants, échec. Donc, notre idée, c'était, parce qu'on sait qu'aller en CPE, le type de garde où on va, le type de centre de petite enfance où on va, c'est choisi par les enfants. Donc, si on veut trouver l'impact du CPE sur le développement des enfants, il y a un possible biais. Donc, en économétrie, on utilise une technique qui s'appelle la technique des variables instrumentales, où on cherche à trouver une variable qui a un impact sur le choix des parents, mais non pas sur le développement des enfants. Donc, notre idée, c'est de prendre la densité relative des différents modes de garde dans la localisation géographique où l'enfant était. Donc, on avait une enquête où on avait des indices de développement et le code postal, puis
on voulait être capable de créer cette mesure de densité relative des services de garde. Donc, on a demandé au ministère de la Famille s'ils avaient les données. On a fini par savoir, oui, ils nous ont donné les données. Puis, ultimement, ils nous ont donné la localisation des centres de petite enfance, mais non pas des garderies familiales. Ce qui était fondamental pour notre travail. En disant, les garderies familiales, ce sont des institutions privées, on ne peut pas vous donner le code postal, lui, ça. Donc, le projet est tombé à l'eau. On est allé à la CAI, ça a pris 2 ans et demi. On est allé devant un tribunal de la CAI, et ainsi de suite. Puis, le gouvernement est arrivé là avec un avocat. Nous, on était 2 chercheurs, on disait tout ce qu'on veut, c'est des données. Et puis, il y avait une avocate qui, clairement, a travaillé pendant un mois strictement pour qu'on n'ait pas les données. Donc, en gros, quelques exemples rapides de l'intérêt. On a des projets qu'on a déjà faits, qu'on aurait voulu faire, mais là, actuellement, on parle d'une loi 70 de l'aide sociale. On veut modifier cette loi-là pour rendre un peu plus difficile l'accès à l'aide sociale. Bon. Quels seront les impacts de ça? Si on a des données administratives, qu'est-ce qui est mieux de faire? Écrire des contrats privés avec des chercheurs ou faire comme on fait en Ontario, puis l'envoyer partout? Qu'est-ce qui va produire la meilleure recherche, puis qu'est-ce qui va coûter moins cher? Bien sûr, disséminer les données partout. Pas compliqué de comprendre ça. Comme disait ma mère, ça ne prend pas un cours classique pour comprendre ça. Hein? Des choses très simples. Donc, j'étais content d'entendre parler StatCan tantôt, parce que comment poursuivre les données longitudinales de StatCan, mais avec des données administratives? Pas compliqué, ça non plus. Les fichiers de prêts et bourses qui sont là, sûrement le gouvernement a ça, des fichiers de prêts et bourses. Qui en a, combien ils ont eu, ainsi de suite, puis le parcours des étudiants. Quelle est l'efficacité de ces programmes-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mesuré l'efficacité de ces programmes-là? Très peu. Hein? Mais si on avait ça, on pourrait faire du travail remarquable à ce niveau-là. Donc, voici, je pense tout haut, mais ça revient un peu à ce que le scientifique en chef. Prenons un sous-ministre adjoint, puis mettons-le entièrement en responsabilité de ça. C'est tout ce qu'il fait. Il va juste réfléchir comment organiser les données qui sont au gouvernement. Et puis, qu'elles soient utilisables avec les chercheurs, puis prendre l'attitude qu'en Ontario on a prise, c'est de créer une collaboration entre les chercheurs et le gouvernement dans le but de créer ce réseau-là. Si le gouvernement veut le faire tout seul, ça ne marchera jamais. C'est certain. Il faut tout de suite ouvrir ça aux chercheurs, comme on a fait en Ontario, faire des choses simples, organiser des catalogues de données. Scandinavie, une source intéressante comme exemple d'approche possible. On en a beaucoup parlé. En plus, le gouvernement récemment a mis en loi la nécessité d'évaluer les programmes. C'est en loi maintenant. Donc, c'est une belle opportunité de faire un suivi sur cette loi-là. Et la dernière chose, le secteur privé le fait. C'est-à-dire, c'est sûr que la confidentialité, c'est important. Mais Google sait aujourd'hui qui parmi vous a un cancer, qui parmi vous aime les films scandinaves, qui parmi vous prend tel type de médicament, connaissent même le nom de votre médecin. Vous googlez le nom de votre médecin, vous googlez le nom de votre hôpital, ils savent ça. Donc, ils savent des choses incroyables sur nous tous que le gouvernement ne sait même pas, et puis ils vont utiliser ces données-là à des fins privées. Donc, pourquoi pas utiliser les données administratives gouvernementales pour le bien public? Pourquoi pas faire ça? Hein? Je termine là-dessus. On va prendre un petit 5 minutes. On est juste pour aller manger, là, mais on va prendre un petit 5 minutes pour des questions quand même. Oui. Je remarque le zone d'économiste, non statisticien, sur le dernier point sur Google. Je sais que ça fait bien finir comme ça, mais en fait, c'est pas vrai. Ils ne savent pas. Pas comme vous autres, vous devriez savoir. Il y a des indications que j'ai googlé quelque chose, mais il y a zéro efficacité par rapport à ce qu'on cherche.
Non, mais ce qu'il va être capable de déceler, c'est avec une très grande probabilité quel genre d'individu vous êtes. Il ne saura pas que vous avez le cancer, mais il va savoir une probabilité assez grande avec les algorithmes qu'ils ont. Vous posez la question autrement. Ce que vous faites, si vous avez accès à tout ce que vous voulez, là, ça va être aussi fiable que ça ou plus fiable que ça pour créer des politiques? Ça va être beaucoup plus fiable. Distribuer de l'argent. Beaucoup plus fiable. Vous autres, êtes plus fiables que Google? Oui. Merci. Autre question. Et peut-être que si Google le faisait, ce serait peut-être meilleur que nous. Moi, peut-être pas une question, mais une remarque sur l'éducation, on a vécu ça justement. Catherine Natalia qui avait un projet de Cyrano, entre autres. Et on a voulu regarder, vous savez, il y a beaucoup de discussions sur les coupures en éducation, pas l'éducation primaire secondaire. Alors que pendant 10 ans, il y a eu une bonification des dépenses en éducation au-delà des dépenses naturelles, de 2003 à 2014. Après ça, il y a eu une coupure, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une perte d'effectifs au niveau primaire de secondaire. On a gardé quand même des ratios maître-élève qui étaient à peu près les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on a passé à moins d'élèves par maître. Là, l'idée, c'est de dire, on a fait cette expérience-là. Est-ce que ça a donné quelque chose? Si la réponse est oui, continuons dans cette direction-là. Si la réponse est non, n'espérons pas notre argent. Incapable d'avoir des données. Incapable d'avoir des données. Là. Moi, j'ai passé par plusieurs ministres parce qu'il les avoir des données. Alors, c'est pour ça qu'il y avait Quirion, parce qu'il parle qu'on a une appui ministériel, peut-être, à un moment donné, il y a beaucoup d'obstacles. Alors, c'est très décourageant, finalement, de ne pas être capable d'évaluer les politiques. Et là, on a une loi sur l'évaluation politique. Au Québec, on passe toujours pour la loi. C'est comme si la loi ferait les choses. Remarquez d'ailleurs, on a toujours l'unanimité quand c'est une question, par exemple, de loi contre la pauvreté. En principe, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est une des craintes que moi, je soupçonne au niveau de concentration, puis on va en parler pendant le panel, c'est comment passer à l'action. Après le déjeuner, on ne pourra pas tous s'intéresser. C'est pourquoi qu'on ait aussi des parties d'opposition qui soient d'accord avec ça. Si on commence à dire, il suffit que le gouvernement fasse une opposition, que le gouvernement soit péquiste, de l'opposition, qu'elle soit libérale ou autre, on prend les RS. Et là, ça vient d'être foutu complètement. Donc, il y a un travail énorme à faire. L'acceptabilité sociale, c'est pour ça qu'on est un peu motivé aujourd'hui pour se rencontrer et en discuter et procéder à l'action. On verra ça peut-être plus en détail dans le temps. Il y a des gens qui sont compétents encore pour discuter. Excusez-moi, c'était pas une question. Alors, merci pour votre très intéressante présentation. Vous avez une question pour M. Joffard. Vous avez donné des beaux exemples de comment vous avez utilisé les données administratives en France pour évaluer des programmes. Vous avez mentionné que vous avez travaillé avec un de vos étudiants qui est passé à différents postes pour accéder à ces données-là. Est-ce que c'est la seule façon d'accéder aux données en France? Quel est le processus? Parce que si on se plaint parce que c'est assez restrictif, les données administratives, c'est très difficile au Québec, on peut s'accéder ailleurs. Quelle est la situation en France exactement? Alors, ça dépend des données, justement, les conditions sont variables selon le type de données. C'est pour ça que j'ai dit que l'accès aux données fiscales il y avait un article dans la loi de finances sur l'accès aux données fiscales. L'accès aux données de santé, c'est un article dans la loi de santé. Et plus généralement, il y a une mission en cours, un travail de réflexion sur l'accès à l'ensemble des données de statistiques publiques et de statistiques parapubliques. Parce qu'il faut voir aussi que ces données, par exemple les données d'assurance santé, sont des caisses de sécurité sociale, qui sont des organismes privés de sécurité sociale, mais qui ne font pas partie de la statistique publique. Donc qui ne sont pas non plus traités dans la même loi. En pratique, aujourd'hui, l'accès aux données de santé est assez compliqué. Voilà. Donc il est beaucoup plus facile d'accéder à des données de santé lorsqu'on travaille avec des collègues de l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui reste privilégié quand on passe par cette voie-là. Cela dit, ça a aussi un avantage. C'est pour ça que je suis un peu sceptique sur la slide précédente. Parce qu'effectivement, oui, ouvrir les données, est-ce que c'est incentive compatible avec les incitations de l'administration, avec les coûts? Parce que dans beaucoup de cas, ce ne sont pas des bases de données existantes, réutilisables, faciles, bien documentées, etc., qui vont permettre de répondre aux questions les plus intéressantes.
c'est souvent des bases de données constituées ad hoc. Et puis là, c'est un peu une vision passe-plat des données. C'est-à-dire qu'il y a l'administration qui est la cuisine, qui prépare ces bases et puis qui les transmet aux chercheurs qui sont en salle et qui vont les réutiliser. Souvent, c'est pas comme ça que ça se passe quand même. Souvent, il y a besoin d'aller-retour. Et donc, il y a besoin d'implication du service producteur de données lui-même, qui va devoir mobiliser des coûts, du personnel pour faire ça. Et ça, si on est obligé de réfléchir à cette question-là. Quel est le modèle économique de cette transformation du système d'information à des fins de gestion en base de données utilisables à des fins de recherche? Ça demande des coûts, ça demande des moyens. Et c'est pas. Donc, si on arrive à monter des projets qui intéressent à la fois l'administration, qui vont dire ah bah oui, je vais mettre un petit peu de moyens humains sur ce projet, là on gagne. Si on n'arrive pas à le faire, on va pouvoir utiliser certaines bases, mais il y a on va rester quand même sur un niveau de frustration parce qu'on sait qu'il y a des données qui pourraient être utilisées, mais qui vont nécessiter un temps de préparation, un temps de travail. Donc, cette question du modèle économique de la préparation des données administratives utilisables à des fins de recherche, je trouve que c'est vraiment une question importante qu'il faut regarder. Et là, il me semble qu'il n'y a pas de réponse claire. Elle dépend beaucoup des secteurs, des filières, des pays, etc. Donc, mais il faut que ça vienne des gouvernements. Ça ne viendra pas de nous. Nous, comme tu l'as dit, on est déjà là. On est là, vrai, tout ça. Piaf. Donc, ici, comme en Ontario, on sent que in Ontario, we feel that it's coming from the government. And you're asking Yeah, it has to come from government. It has to. In our case, It has to. Yeah. It doesn't. But I think it is a partnership. You need to have a collaboration. So, as I said earlier, that conversation with some of the academic directors in the RDCs was very important. But it has to come from government. And we have a lot of policy questions that we can't resolve or solve by ourselves. We have some major transformation idea. We're talking about basic income now. We're looking at social systems reform, and so on. So, there's a lot of activities in labor market reform, labor market policy. We can't do it ourselves. So, government has to take the leadership. Terminer peut-être sur une remarque, on va devoir aller loin, pardon. Une remarque, dans le fond, un peu ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord s'interroger sur la nature du bien. C'est-à-dire, les données, c'est quoi? Est-ce que c'est un service privé que le gouvernement donne à une personne ou est-ce que c'est un bien public? Du moment où on statue sur la nature de cet actif en termes de données, bien, essentiellement, les solutions vont devenir très claires parce qu'on sait comment agir dans le cas de bien public, on sait comment le financer, on sait comment faire contribuer les usagers. Donc, il y a une question à ce niveau-là à se poser, mais peut-être la reconnaissance, donc que c'est un bien public qui est déjà de la part du gouvernement ou des décideurs est déjà pas dans la bonne direction. Je vous remercie beaucoup pour cette session. On va maintenant tenter l'impossible, donc d'aller manger tous ensemble. On a un buffet de servi à l'extérieur et de revenir tranquillement. On a fait un petit changement à l'horaire, donc étant donné le nombre de personnes qu'on avait présents, on s'est rendu compte que peut-être d'aller chercher le lunch et de revenir dans la salle pour débuter, ça allait être un peu difficile. Donc on va prendre une demi-heure pour manger, si c'est possible de le faire, et par la suite vous reconvier. Je dirais, donc on doit être un petit peu en retard, je dirais peut-être vers 12h30 à ce moment-là. Voilà.